Avez-vous déjà pensé qu'un simple cahier pouvait changer deux destins? Printemps 1912, dans une petite commune de Provence, une fillette de 9 ans et la servante de sa maison ont partagé un secret que personne n'aurait jamais dû découvrir. Ce soir-là, à la lueur d'une bougie, elles ont commencé quelque chose que la société de l'époque considérait comme une trahison. Apprendre à lire. Mais quelques mois plus tard, un oubli innocent allait tout détruire et provoquer des conséquences que personne n'aurait pu imaginer. Restez jusqu'à la fin, car je vais vous raconter toute cette histoire dramatisada inspirée de réalités humaines bien plus proches de nous qu'on ne le croit. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne, laissez un j'aime et dites-moi dans les commentaires de quelle ville vous nous regardez. C'est grâce à votre soutien que ces histoires dramatisada continuent de vivre et de toucher des cœurs. Ensemble, faisons résonner ces voix oubliées. Cette photographie a été retrouvée dans une petite boîte en bois, au fond d'une armoire provençale, en 1987. Une fillette tient un cahier bleu contre sa poitrine. Derrière elle, une jeune femme aux mains abîmées sourit timidement. Ce que personne ne savait, c'est que ce simple cahier allait changer le destin de deux vies, et briser, en silence, un mur invisible entre deux mondes. Si vous restez jusqu'à la fin, vous découvrirez pourquoi cette servante a tout risqué pour un geste que la société de l'époque considérait comme une trahison dangereuse. Provence, printemps 1912. Dans une petite commune près d'Avignon, la maison des Beaulieu dominait les champs de lavande comme un château de cartes posé sur l'horizon. Les volets étaient toujours impeccables, le jardin toujours taillé et les domestiques toujours invisibles. C'était l'ordre des choses. Les archives départementales du Vaucluse montrent qu'à cette époque, plus de 67% des femmes de la classe ouvrière rurale ne savaient ni lire ni écrire. Jeanne Ravel faisait partie de ces statistiques silencieuses. 22 ans. Des mains qui portaient les cicatrices du travail depuis l'enfance. Jeanne se levait chaque matin à 5 heures, avant même que le soleil ne touche les collines. Elle préparait l'eau chaude, cirait les parquets, lavait le linge dans la cour arrière. 16 heures par jour, 6 jours par semaine, 15 francs par mois. Un salaire qui suffisait à peine pour envoyer quelques pièces à sa mère malade, dans un village encore plus pauvre. Jeanne avait grandi en entendant la même phrase répétée comme une prière cruelle. Les gens comme nous n'ont pas besoin de l'être. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux. Une sorte de faim silencieuse. Une honte aussi, qu'elle cachait derrière des sourires discrets et des réponses brèves. Chaque fois qu'un document arrivait à la maison, chaque fois que Madame Beaulieu lui tendait une liste de courses, Jeanne devait avouer « Je ne sais pas lire ». Et chaque fois, elle sentait cette brûlure au creux de la poitrine, comme si elle avait commis une faute qu'elle ne comprenait pas. Ce matin-là, elle pliait les draps dans le corridor quand un bout de papier glissa de sa poche. Un mot du marché que quelqu'un lui avait écrit la veille. Jeanne ne savait pas ce qu'il disait. Elle traça du doigt sur le papier de petits cercles tremblants, comme si elle essayait de deviner le sens des lettres. C'est à ce moment qu'une voix claire résonna derrière elle. « Pourquoi tu dessines des ronds ?» Jeanne sursauta. Lucie Beaulieu, 9 ans, la regardait avec cette curiosité intense qui effrayait parfois les adultes. Une enfant trop intelligente pour son âge, disèrent les professeurs du collège local. Une enfant trop seule, pensait Jeanne. La fillette passait ses journées entre les leçons de piano que sa mère lui imposait et les livres qu'elle dévorait dans la bibliothèque familiale. Ses parents étaient présents physiquement, mais absents dans tout le reste. Monsieur Beaulieu passait ses journées à gérer ses terres. Madame Beaulieu recevait des invités et parlait de charité, tout en ignorant ceux qui vivaient sous son toit. Lucie tendit la main vers le papier. « Je peux lire pour toi si tu veux. » Jeanne sentit la panique monter. Madame Beaulieu disait souvent que les domestiques qui aspiraient trop haut devenaient dangereuses. Les lettres de recommandation retrouvées dans les archives familiales de l'époque portaient parfois des avertissements. « Méfiez-vous des servantes avec des prétentions. » Jeanne baissa les yeux. « Ce n'est rien, mademoiselle. Juste un mot sans importance. » Mais Lucie ne lâchait pas prise. Elle observait Jeanne avec une intensité troublante. « Tu ne sais pas lire du tout ?» Ce n'était pas une question, c'était une constatation. Jeanne sentit ses joues brûler de honte. Elle voulait disparaître, se fondre dans les murs, redevenir invisible. « Non, mademoiselle, je n'ai jamais appris. »
Un long silence suivit. Puis Lucie fit quelque chose d'inattendu. Elle sourit. Pas un sourire moqueur, un sourire décidé. « Je peux t'apprendre, si tu veux. » Jeanne resta figée. Apprendre. Le mot résonnait comme une promesse impossible, mais aussi comme un piège. Elle savait ce que M. Beaulieu pensait de l'éducation des domestiques. Elle connaissait les histoires de filles renvoyées pour avoir osé toucher un livre. « Mademoiselle, je ne peux pas. Vos parents, ils n'ont pas besoin de savoir. » Et c'est ainsi que tout commença. Dans le secret, dans la peur, dans cette zone dangereuse où l'enfance défie l'ordre social sans en mesurer les conséquences. Lucie proposa un endroit, l'ancienne despensa, au fond de la maison. Un espace que même sa mère n'utilisait plus. Les études sur la vie domestique en France au début du XXe siècle révèlent que ces despensas servaient souvent de lieu de transgression féminine, d'espace où les femmes pouvaient exister loin du regard masculin. Mais Jeanne hésitait encore. Et si on nous découvre? Lucie haussa les épaules avec cette insouciance propre aux enfants qui n'ont jamais vraiment connu la peur. On sera prudente. Promis. Ce que Lucie ne comprenait pas encore, c'est que pour elle, la découverte signifierait une réprimande. Pour Jeanne, cela signifierait la rue, la faim, la honte absolue. Mais quelque chose dans les yeux de cet enfant lui donnait envie de croire que c'était possible. Que peut-être, juste peut-être, il existait un autre avenir que celui tracé par sa naissance. Le soir même, après que toute la maison se fut endormie, Jeanne descendit jusqu'à la despensa. Une bougie tremblait dans l'obscurité. Lucie était déjà là, assise par terre, un cahier bleu contre ses genoux. Le même qu'elle utilisait pour l'école, fabriqué par la papeterie Hébert, un modèle standard des écoles primaires françaises. « Prête ?» demanda la fillette. Jeanne s'assit en face d'elle. Ses mains tremblaient, pas seulement de nervosité, d'épuisement aussi. Elle venait de travailler 16 heures. Son corps implorait le repos. Mais cette soif silencieuse qu'elle portait en elle depuis l'enfance était plus forte que la fatigue. « Prête », murmura-t-elle. Et Lucie traça sur la première page, de sa petite écriture appliquée, les lettres de l'alphabet. A, B, C. Des symboles qui, pour Jeanne, ressemblaient à des portes closes. Mais ce soir-là, l'une de ces portes commença à s'entr'ouvrir. Ce qu'aucune des deux ne savait, c'est qu'il leur restait exactement 6 mois avant que tout s'effondre. 6 mois avant qu'un simple oubli transforme un acte d'amour en acte de trahison. 6 mois avant que Jeanne ne doive choisir entre sa dignité et sa survie. Mais pour l'instant, dans cette petite pièce éclairée par une flamme fragile, une révolution silencieuse venait de commencer. Les mois qui suivirent furent comme une danse au bord d'un précipice. Chaque soir, après que le piano de Madame Beaulieu se taisait, après que Monsieur Beaulieu montait dans sa chambre avec son journal et son verre de cognac, Jeanne descendait jusqu'à la despensa, une bougie, un cahier bleu, et une enfant de 9 ans qui transformait des lignes mystérieuses en portes vers un autre monde. Les lois Ferry de 1881 et 1882 avaient rendu l'éducation primaire obligatoire et gratuite pour tous. Mais dans les faits, des milliers de familles pauvres gardèrent leurs filles à la maison, ou les plaçaient comme domestiques, avant même qu'elles n'aient 10 ans. Jeanne avait été l'une d'elles, arrachée à l'école à 7 ans pour aider sa mère malade. Elle se souvenait encore de son dernier jour de classe. La maîtresse lui avait dit « Tu es douée, petite, c'est dommage. » Mais c'est comme ça. Maintenant, 15 ans plus tard, Jeanne découvrait ce qu'elle avait perdu. Chaque lettre tracée dans le cahier était une victoire minuscule. Chaque mot déchiffré, une libération. Les premières semaines furent frustrantes. Ses mains tremblaient en trop. Les calots de son travail quotidien laissèrent des traces sur le papier. Parfois, l'encre se mélangeait avec de petites gouttes de sang quand une coupure récente s'ouvrait. Mais Jeanne ne se plaignait jamais. Elle recommençait. Encore. Et encore. Lucie était une professeure patiente. Elle ne parlait jamais avec condescendance. Elle ne riait jamais des erreurs. Au contraire, elle célébrait chaque progrès avec une joie sincère. Quand Jeanne parvint à écrire son propre prénom pour la première fois, la fillette applaudit si fort qu'elles durent toutes les deux se couvrir la bouche pour étouffer le rire.
Tu vois, chuchota Lucie. Tu peux apprendre. Tu es intelligente. Jeanne sentit quelque chose se briser en elle, quelque chose qu'elle portait depuis l'enfance. Cette certitude qu'elle était née pour être invisible, pour servir, pour ne jamais exister vraiment. Les larmes montèrent, silencieuses. Elle les essuya rapidement avant que Lucie ne les remarque. Mais l'enfant avait tout vu. Elle posa sa petite main sur celle de Jeanne. Abîmée, rugueuse, une main qui racontait une vie entière. « Moi aussi je pleure parfois », dit Lucie doucement. « Quand je suis seule dans ma chambre, parce que je n'ai personne avec qui parler vraiment. Mais maintenant, je tais-toi. » C'était la première fois qu'une Beaulieu reconnaissait Jeanne comme une personne. Pas une domestique, une personne. Quelque chose se noua dans la gorge de la jeune femme. Elle comprit à cet instant que leur secret n'était pas seulement un acte d'éducation. C'était un acte de rébellion, contre les murs invisibles qui séparaient les êtres humains selon leur naissance. Pourtant, la peur ne quittait jamais Jeanne. Chaque craquement dans la maison la faisait sursauter. Chaque fois que M. Beaulieu la regardait un peu trop longtemps, elle se demandait s'il savait, s'il avait remarqué les traces d'encre sous ses ongles qu'elle frottait désespérément chaque matin, s'il avait vu la fatigue dans ses yeux, encore plus profonde qu'avant. Car les leçons avaient un prix. Jeanne dormait à peine 4 heures par nuit maintenant. Son corps protestait. Ses mains tremblaient de plus en plus. Un matin, elle laissa tomber une pile d'assiettes dans la cuisine. Le bruit résonna comme une explosion. Madame Beaulieu accourut, le visage durci par la contrariété. « Jeanne, à quoi pensez-vous? Vous êtes épuisée ces derniers temps. Vous êtes malade. »« Non, madame. Pardon, madame. Ça n'arrivera plus. J'espère bien. Nous ne pouvons pas nous permettre une domestique négligente. » Lucie assistait à la scène depuis le seuil de la porte. Ses yeux croisèrent ceux de Jeanne. Il y avait dans ce regard enfantin quelque chose qui ressemblait à de la culpabilité. Elle commençait à comprendre, à mesurer ce que Jeanne sacrifiait, ce que leur secret coûtait vraiment. Ce soir-là, quand elles se retrouvèrent dans la despensa, Lucie dit quelque chose d'inattendu. « On peut t'arrêter si c'est trop difficile. » Jeanne secoua la tête avec fermeté. « Non. S'il te plaît, continue de m'apprendre. Mais tu es fatiguée ? » Maman a remarqué. Je serai toujours fatiguée, mademoiselle Lucie. C'est ma vie. Mais maintenant, j'ai quelque chose que personne ne pourra m'enlever. Les mots, les lettres, la possibilité de lire un jour ce qui est écrit sur mon propre contrat de travail, de savoir ce que disent vraiment les lois, de ne plus dépendre de la bonté des autres pour comprendre le monde. Lucie baissa les yeux vers le cahier. À 9 ans, elle commençait à entrevoir l'injustice du monde. Elle qui avait toujours eu accès aux livres, à l'éducation, à tout ce qui semblait naturel, découvrait que pour d'autres, ces choses étaient des privilèges interdits, des crimes même. Il y avait autre chose que Jeanne ne disait pas à Lucie, quelque chose qu'elle gardait enfoui au fond de son cœur, un rêve si fou qu'elle osait à peine le formuler. Et si un jour, elle pouvait devenir plus qu'une domestique? Et si elle pouvait transmettre ce qu'elle apprenait? Aider d'autres filles comme elle. Les archives municipales d'Arles témoignent qu'entre 1910 et 1920, des dizaines de cours nocturnes gratuits furent créés pour les femmes ouvrières. Des femmes qui, comme Jeanne, refusaient d'accepter l'ignorance comme une fatalité. Mais ce rêve semblait aussi lointain que les étoiles. Les semaines passèrent. Le cahier bleu se remplissait lentement. La calligraphie de Jeanne, d'abord tremblante et maladroite, devenait plus assurée. Un soir, elle lut une phrase entière sans aide. Une phrase simple. Le soleil brille sur la Provence. Mais pour elle, c'était comme déchiffrer les mystères de l'univers. Lucie la regardait avec une fierté presque maternelle. « Tu vois, tu y arrives. Grâce à toi. »« Non, » corrigea la fillette. « Grâce à toi, parce que tu as eu le courage de dire oui. » Marie, la vieille cuisinière, était la seule autre personne au courant. Elle ne savait pas lire elle-même, mais elle comprenait. Elle donnait à Jeanne des bouts de bougies supplémentaires quand elle en avait. Elle montait la garde parfois, toussant fort si quelqu'un approchait.
C'était sa manière de protéger ce petit acte de rébellion silencieuse. Un soir, Marie prit Jeanne à part. « Fais attention, petite. Monsieur Beaulieu n'est pas méchant, mais il croit en l'ordre des choses. Si jamais il découvre, il te mettra à la porte. Sans référence. Tu ne trouveras plus de travail nulle part. » Jeanne acquiesça. Elle savait. Elle avait toujours su. Mais c'était plus fort qu'elle. Cette soif d'apprendre. Cette certitude qu'elle méritait, elle aussi, d'avoir accès au savoir. Ce qu'aucune des deux ne savait, c'est que le danger ne viendrait pas de Monsieur Beaulieu. Il viendrait d'un simple oubli, d'une seconde d'inattention, d'un cahier bleu laissé sur une table de cuisine par une fillette trop fatiguée pour penser clairement, et que dans quelques semaines, tout ce qu'elles avaient construit en secret serait réduit en cendres. Novembre 1912. Les premières pluies d'automne tambourinaient contre les fenêtres de la maison Beaulieu. 6 mois s'étaient écoulés depuis la première leçon. 6 mois pendant lesquels Jeanne avait appris à tracer des lettres, à former des mots, à lire des phrases simples. 6 mois pendant lesquels une fillette de 9 ans et une domestique de 22 ans avaient défié, en silence, l'ordre immuable d'un monde qui les voulait séparer. Ce soir-là, Lucie était épuisée. Elle avait passé l'après-midi à subir une leçon de maintien interminable imposée par sa mère. Comment tenir une tasse de thé? Comment marcher avec grâce? Comment sourire sans montrer ses dents? Toutes ces règles absurdes qui transformaient les enfants en poupées de porcelaine. Quand elle descendit pour la leçon secrète, ses paupières étaient lourdes. Jeanne remarqua immédiatement. « Tu devrais dormir, mademoiselle. On peut sauter ce soir. »« Non, » protesta Lucie en bâillant. « J'ai préparé quelque chose de spécial pour toi. » Elle ouvrit le cahier bleu à une nouvelle page. Elle avait recopié un poème. Court, simple, mais magnifique. Les vers parlaient de liberté, d'horizons ouverts, de chaînes brisées. Jeanne lut lentement, trébuchant sur quelques mots, mais arrivant au bout. Quand elle termina, elle avait les larmes aux yeux. C'est le plus beau cadeau qu'on m'ait jamais fait. Lucie sourit, luttant contre le sommeil. Un jour, tu liras tous les livres que tu voudras. Tu écriras peut-être tes propres histoires. Jeanne toucha doucement la joue de la fillette. « Va dormir maintenant. Je range tout. » Lucie hocha la tête. Elle monta l'escalier en traînant les pieds, si fatiguée qu'elle oublia de reprendre le cahier. Elle le laissa là, sur la petite table de la despensa. Un oubli innocent. Mortel. 1 heure plus tard, Jeanne terminait de nettoyer la cuisine principale. Elle était sur le point de remonter quand Monsieur Beaulieu descendit. Il avait l'habitude de faire un dernier tour de la maison avant de se coucher. Il vérifiait les portes, les fenêtres, l'ordre des choses. C'était un homme méticuleux, rigide, mais pas cruel, simplement convaincu que le monde devait fonctionner selon des règles claires. Les riches ici, les pauvres là, chacun à sa place. Jeanne se figea quand elle le vit entrer. « Bonsoir, monsieur. » Il hocha la tête distraitement et continua sa ronde. Puis il passa devant la despensa. La porte était entr'ouverte. La bougie encore allumée. Et sur la table, bien visible, le cahier bleu. Monsieur Beaulieu fronça les sourcils. Il entra, prit le cahier, l'ouvrit. Ce qu'il vit le laissa sans voix. D'un côté, l'écriture soignée et enfantine de sa fille. De l'autre, une calligraphie tremblante, maladroite, mais reconnaissable. Une écriture adulte. Une écriture qui n'aurait jamais dû exister dans sa maison. Jeanne. Le ton n'était pas élevé. C'était pire. C'était froid. Glacial. Le ton d'un homme qui vient de découvrir une trahison. Jeanne sentit son sang se glacer. Elle s'approcha lentement, comme on marche vers l'échafaud. « Oui, monsieur. » Il leva le cahier. « C'est votre écriture. Ce n'était pas une question. » Jeanne baissa les yeux. Elle aurait pu mentir. Elle aurait pu inventer n'importe quoi. Mais à quoi bon? L'évidence était là, tracée page après page. « Oui, monsieur. » Qui vous a appris? Le piège se refermait. Si elle disait la vérité, Lucie serait punie. Si elle mentait, Monsieur Beaulieu le découvrirait de toute façon. Il était ce genre d'homme. Méthodique, implacable.
Jeanne prit une décision en une fraction de seconde. Une décision qui allait lui coûter tout ce qu'elle possédait. Personne, monsieur. J'ai appris seule. J'ai pris le cahier de mademoiselle Lucie sans permission. J'ai copié les lettres. C'est ma faute. Seulement la mienne. Monsieur Beaulieu la regarda longuement. Il y avait quelque chose dans ses yeux. Pas de la colère, de la déception, du dégoût même. Vous avez volé le cahier de ma fille. Vous avez profité de notre confiance. Vous vous êtes élevé au-dessus de votre condition. Ce n'était pas mon intention, monsieur. Je voulais juste... Quoi? Lire. Écrire. Vous croyez que cela changera quelque chose? Vous resterez ce que vous êtes. Une domestique. Mais maintenant, vous êtes une domestique que je ne peux plus garder sous mon toit. Les mots tombèrent comme des pierres. Jeanne sentit le sol se dérober sous elle. Monsieur, je vous en supplie, j'ai besoin de ce travail. Ma mère est malade. Ma décision est prise. Vous partirez demain matin, sans recommandation. Je ne peux pas prendre le risque de vous recommander à une autre famille. Les archives de l'époque regorgent de lettres similaires, des domestiques renvoyés pour avoir aspiré à plus, pour avoir osé apprendre. Les employeurs partagèrent ces informations entre eux. Une servante chassée sans référence ne retrouvait presque jamais de travail décent. C'est à ce moment que Lucie apparut en haut de l'escalier. Elle avait entendu les voix. Elle descendit en courant, pieds nus, en chemise de nuit. « Papa, non, ce n'est pas sa faute. C'est moi. Retourne dans ta chambre immédiatement, » ordonna monsieur Beaulieu. « Mais papa, j'ai voulu lui apprendre. Elle n'a rien volé. Je lui ai donné le cahier. C'était mon idée. Assez. » Le mot claqua comme un coup de fouet. Lucie se tut, les larmes ruisselant sur ses joues. Monsieur Beaulieu se tourna vers Jeanne. « Vous avez entraîné ma fille dans vos manigances. Vous l'avez manipulée. Elle est une enfant. Vous êtes une adulte. Vous auriez dû savoir mieux. » Jeanne voulut protester. Expliquer que c'était Lucie qui avait insisté. Que tout ce qu'elle avait voulu, c'était apprendre. Avoir une chance. Exister autrement que dans l'ombre. Mais elle savait que cela ne servirait à rien. Dans l'esprit de monsieur Beaulieu, l'ordre naturel des choses avait été violé. Et il devait être restauré. Soyez partis avant l'aube. Je ne veux pas que les autres domestiques vous voient. Je ne veux pas que cette histoire se répande. Il monta l'escalier en traînant Lucie par le bras. La fillette se débattait, criait. « Papa, s'il te plaît, ne la renvoie pas. Je t'en supplie. Tu es trop jeune pour comprendre, Lucie. Mais un jour, tu sauras que j'ai fait ce qui était juste. » Jeanne resta seule dans la cuisine. Le cahier bleu gisait sur la table. Elle le prit, le serra contre sa poitrine. Tous ces mois, tous ces efforts, toute cette espérance, réduits à néant en quelques minutes. Elle aurait pu être en colère, haineuse. Mais tout ce qu'elle ressentait, c'était une tristesse infinie. Marie descendit quelques minutes plus tard. Elle avait tout entendu depuis sa chambre. Elle enveloppa Jeanne dans ses bras. « Je suis désolée, petite. Tellement désolée. Ce n'est pas votre faute. Qu'est-ce que tu vas faire ?» Jeanne haussa les épaules. « Je ne sais pas. Chercher autre chose. N'importe quoi. Sans référence, ce sera difficile. Je sais. » Elles restèrent ainsi un long moment. Deux femmes unies par la même injustice. La même impuissance face à un monde qui les voulait silencieuses. Plus tard dans la nuit, alors que Jeanne préparait son petit baluchon, on frappa doucement à la porte de sa chambre. C'était Lucie. Elle avait réussi à s'échapper de sa propre chambre. Ses yeux étaient rouges, gonflés. « Je suis désolée. C'est ma faute. J'ai oublié le cahier. » Jeanne s'agenouilla pour être à la hauteur de la fillette. Ce n'est la faute de personne. Ou peut-être que c'est la faute de ce monde qui refuse de nous voir comme des égales. Lucie tendit quelque chose, une page arrachée du cahier. Dessus, elle avait écrit un seul mot de sa plus belle calligraphie. Liberté. Garde-la, pour te souvenir que tu es libre maintenant. Libre d'apprendre. Personne ne pourra jamais te reprendre ce que tu sais déjà. Jeanne prit la feuille, la plia soigneusement,
la glissa dans la poche de son tablier. Puis elle serra Lucie dans ses bras. Une dernière fois. « Merci, mademoiselle. Pour tout. » Lucie sanglotait. « Je te retrouverai un jour, je te le promets. » Jeanne sourit à travers ses propres larmes. Peut-être. Mais au fond, elle n'y croyait pas vraiment. Le monde ne fonctionnait pas ainsi. Les fillettes riches et les domestiques chassés ne se retrouvaient pas. Elles appartenaient à des univers parallèles, qui ne se croisaient qu'un instant avant de se séparer pour toujours. Avant l'aube, Jeanne quitta la maison Beaulieu. Elle emportait son tablier usé, quelques vêtements et une feuille de papier pliée. Derrière elle, une enfant pleurait en silence. Devant elle, un avenir incertain. Mais quelque part, enfoui sous la peur et la douleur, il y avait quelque chose de nouveau. Une graine minuscule, fragile, mais vivante. L'espoir. 8 années passèrent. 8 années qui transformèrent la France et les vies de ceux qui la peuplaient. La Grande Guerre avait dévoré une génération d'hommes. La grippe espagnole avait fauché les survivants. Et dans ce chaos, paradoxalement, des portes s'étaient ouvertes pour celles qui avaient toujours été invisibles. Les femmes. Arles, printemps 1920. Dans une petite salle au sous-sol de l'église Saint-Trophime, une classe d'alphabétisation venait de se terminer. 10 femmes, toutes ouvrières ou domestiques, rangèrent leurs cahiers avec une fierté timide. À l'avant de la salle, une jeune femme de 30 ans effaçait le tableau. Ses cheveux étaient tirés en arrière. Ses mains portaient encore les cicatrices du travail manuel. Mais ses yeux brillaient d'une lumière nouvelle. Jeanne Ravel, ancienne domestique. Désormais professeure auxiliaire à l'école municipale. Le chemin avait été long, terriblement long. Après son départ de la maison Beaulieu, Jeanne avait erré pendant des semaines. Sans référence, aucune famille respectable ne voulait l'embaucher. Elle avait fini par trouver du travail dans une blanchisserie. 12 heures par jour dans la vapeur brûlante. Les mains plongées dans l'eau bouillante jusqu'à ce que la peau se fendille. Un salaire de misère. Mais c'était mieux que la rue. Le soir, elle continuait d'apprendre. Seule. Elle achetait des journaux usagés pour quelques centimes. Elle déchiffrait les mots lentement, douloureusement. Elle écrivait sur des bouts de papier récupérés. La feuille avec le mot « liberté », elle la gardait toujours dans sa poche, comme un talisman. Un rappel que tout cela avait un sens. En 1914, la guerre éclata. Les hommes partirent au front. Les femmes durent les remplacer, dans les usines, dans les champs, dans les écoles. C'est ainsi que Jeanne entendit parler des cours du soir pour femmes ouvrières. Des cours gratuits organisés par des associations progressistes et des prêtres aux idées nouvelles. Les archives municipales d'Arles montrent qu'entre 1915 et 1920, plus de 200 femmes furent alphabétisées dans ces classes clandestines. Jeanne s'inscrivit. Elle avait 24 ans et l'âge moyen des élèves était de 40. Mais elle ne se découragea pas. Elle apprit. Vite. Bien. Tellement bien que la professeure, une veuve appelée Madame Duchamp, la remarqua. « Vous avez un don, Jeanne. Vous devriez enseigner. » Moi. « Mais je ne suis qu'une... » « Vous êtes une femme intelligente qui a souffert de l'injustice. C'est exactement ce dont nous avons besoin. Des professeurs qui comprennent leurs élèves. » En 1919, après la guerre, quand l'école municipale chercha une auxiliaire pour les classes de filles, Madame Duchamp recommanda Jeanne. Ce fut difficile. Le directeur hésita. Une ancienne blanchisseuse comme institutrice. Mais les temps changeaient. Lentement. Douloureusement. Mais ils changeaient. Jeanne commença. Et elle découvrit sa vocation. Enseigner aux femmes que la société avait oubliées. Celles qui, comme elle, avaient été privées du droit d'apprendre. Elle créa sa propre classe du soir. Gratuite. Ouverte à toutes. Lavandière. Couturière. Domestique. Elles venaient après leur journée de travail. Épuisées. Affamées. Mais affamées d'autre chose aussi. De savoir. De dignité. De liberté. Ce soir-là, après le départ de ses élèves, Jeanne resta seule dans la salle. Elle pensait souvent à Lucie, à cette fillette qui avait changé sa vie.
Elle se demandait ce qu'elle était devenue, si elle se souvenait encore, si elle pensait parfois à leurs secrets, à leur rébellion silencieuse. La porte s'ouvrit. Jeanne leva les yeux, s'attendant à voir une élève qui avait oublié quelque chose. Mais ce n'était pas une élève. C'était une jeune femme de 17 ans, grande, élégante, avec des yeux qui avaient gardé cette intensité enfantine, et dans ses mains, un cahier bleu usé par le temps. Le monde s'arrêta. Jeanne se leva lentement. Son cœur battait si fort qu'elle craignait qu'il n'explose. Mademoiselle Lucie. La jeune femme sourit. Des larmes coulèrent déjà sur ses joues. Juste Lucie maintenant. S'il te plaît. Elles restèrent ainsi un long moment, immobiles, séparées par quelques mètres qui semblaient contenir 8 années entières. Puis Lucie fit un pas, puis un autre, et soudain, elles étaient dans les bras l'une de l'autre, pleurant, riant, tremblant, incapables de parler. Quand elles se séparèrent enfin, Lucie tendit le cahier. Je l'ai gardé. Toujours. Même quand papa m'a ordonné de le jeter. Je l'ai caché. Parce que c'était la preuve que tu existais. Que ce que nous avions vécu était réel. Jeanne prit le cahier avec des mains tremblantes. Elle l'ouvrit. Les pages jaunies contenaient sa propre écriture maladroite. Les mots qu'elle avait tracés avec tant de difficulté. Les phrases qui avaient ouvert un univers. Elle et moi, nous avons passé des années à nous retrouver. « Comment m'as-tu trouvé ?» demanda Jeanne. Lucie s'assit sur l'une des chaises d'élèves. J'ai cherché. Pendant des années, j'ai écrit à toutes les paroisses de Provence. J'ai demandé aux associations de femmes. J'ai refusé d'abandonner. Et puis, il y a quelques semaines, j'ai entendu parler d'une professeure à Arles qui enseignait gratuitement aux domestiques. Une femme qui comprenait leur peine parce qu'elle l'avait vécue. J'ai su que c'était toi. Jeanne essuya ses larmes. Tu es venue de si loin. Je devais te voir, te dire merci. Te dire que ce que tu as fait cette nuit-là, quand tu as pris la faute sur toi, c'était le geste le plus courageux que j'ai jamais vu. Tu n'as pas à me remercier. Si. Parce que tu m'as appris quelque chose d'essentiel. Que le monde est injuste. Et que c'est notre devoir de le changer. Après ton départ, j'ai passé des années en colère. En colère contre papa. Contre maman. Contre tout ce système qui te punissait pour avoir voulu apprendre. Et j'ai décidé que je ferais quelque chose. Lucie raconta comment elle avait étudié, comment elle s'était intéressée au mouvement féministe, comment elle donnait maintenant des cours bénévoles aux jeunes filles pauvres, comment elle utilisait l'argent de sa famille, ironiquement, pour aider celles que sa famille avait toujours méprisées. Mon père ne comprend toujours pas. Il pense que je gaspille mon temps. Mais je m'en fiche. Parce que toi, tu m'as montré que l'éducation n'est pas un privilège. C'est un droit. Jeanne prit les mains de Lucie dans les siennes. Tu sais ce qui est drôle. Tu m'as donné les lettres. Et maintenant, je les donne à d'autres. À des femmes qui croient qu'elles ne méritent pas de savoir lire. À des mères qui veulent pouvoir aider leurs enfants. À des filles qui rêvent d'autre chose que ce que la société leur impose. Lucie sourit à travers ses larmes. Tu vois, tu as changé le monde. Un cahier à la fois. Non, corrigea Jeanne doucement. Nous avons changé le monde, ensemble. Elles parlèrent pendant des heures, des années perdues, des rêves, des espoirs, de ce que signifiait vraiment la liberté. Quand Lucie partit, elle laissa le cahier bleu à Jeanne. Il t'appartient plus qu'à moi maintenant. Mais Jeanne secoua la tête. Garde-le. Ou plutôt, partageons-le. Comme nous avons partagé le secret. Comme nous avons partagé le courage. Ce soir-là, quand Jeanne rentra dans sa petite chambre modeste, elle sortit de sa poche la feuille froissée. Le mot « liberté » écrit par une main d'enfant 8 ans plus tôt. Elle sourit. Elle avait eu raison de garder espoir. Elle avait eu raison de continuer. De croire que même les gestes les plus petits pouvaient avoir un écho. Dehors, le printemps fleurissait sur Arles. Et dans le cœur de 2 femmes que le destin avait séparées puis réunies, quelque chose de plus précieux encore prenait racine. La certitude qu'elles n'étaient pas seules.
qu'elle faisait partie d'une révolution silencieuse qui transformait le monde. Une lettre à la fois, une femme à la fois, un acte de courage à la fois. Les années qui suivirent furent celles de la reconstruction, pas seulement de la France dévastée par la guerre, mais de vie, d'espoir, de dignité longtemps niée. Jeanne continua d'enseigner. Chaque soir, sa petite salle se remplissait de femmes qui voulaient apprendre. Des femmes de tous âges. Certaines avaient 50 ans et n'avaient jamais tenu un crayon. D'autres étaient jeunes, mais portèrent déjà le poids d'une vie de labeur. Jeanne les comprenait toutes. Elle voyait dans leurs yeux la même faim silencieuse qu'elle avait ressentie, la même honte d'avoir été privée de quelque chose d'aussi fondamental. Elle leur disait toujours la même chose le premier jour. Vous n'êtes pas venus trop tard. Il n'est jamais trop tard pour apprendre, pour devenir qui vous auriez toujours dû être. Ses méthodes étaient différentes de celles des autres professeurs. Elle ne parlait pas d'en haut, elle s'asseyait avec ses élèves. Elle leur racontait sa propre histoire, la maison Beaulieu, les leçons secrètes, la honte et la peur, la chute et la renaissance. Elle leur montrait que l'éducation n'était pas une question d'intelligence. C'était une question de justice. Et lentement, les résultats parlèrent d'eux-mêmes. Ses élèves apprenaient vite. Elles transmettaient ensuite à leurs filles, à leurs sœurs, à leurs voisines. Un réseau invisible de femmes qui refusaient l'ignorance imposée. Les registres conservés aux archives municipales d'Arles montrent que plus de 300 femmes furent alphabétisées par Jeanne Ravel entre 1920 et 1945. 300 vies changées. 300 portes ouvertes. Lucie, de son côté, n'avait pas abandonné non plus. Elle avait utilisé son éducation privilégiée pour devenir avocate. Une des premières femmes à plaider dans les tribunaux de Provence. Elle défendait surtout les femmes. Les domestiques accusés injustement. Les ouvrières exploitées. Les mères seules. Elle travaillait souvent gratuitement. Parce que l'argent n'était pas le but. La justice l'était. Les deux femmes se voyaient régulièrement. Elles prenèrent le thé ensemble. Elles parlèrent de leurs batailles respectives, de leurs victoires et de leurs défaites. Elles riaient aussi, de cette amitié improbable née dans une despensa à la lumière d'une bougie, de cette révolution minuscule qui avait grandi en quelque chose de plus grand qu'elle. Un jour, au début des années 1930, Lucie arriva avec une proposition. J'ai hérité d'une petite maison à Arles. Elle appartenait à ma grand-mère. Je pensais la vendre, mais j'ai eu une autre idée. Et si on en faisait une bibliothèque? Une bibliothèque gratuite, pour toutes les femmes qui veulent lire, pour tous les enfants qui ont soif de savoir. Jeanne sentit son cœur se serrer. C'était plus qu'elle n'avait jamais osé rêver. Mais pourquoi? Lucie sourit. Parce que tu m'as appris que le savoir devrait être accessible à tous, pas seulement à ceux qui ont la chance de naître dans la bonne famille. Elles transformèrent la maison ensemble. Elles peignirent les murs. Elles construisirent des étagères. Elles sollicitèrent des dons de livres. Et en 1933, la bibliothèque ouvrit ses portes. Petite, modeste, mais pleine de promesses. Au-dessus de la porte, une plaque simple. Bibliothèque communautaire Jeanne Ravel, pour que toutes puissent apprendre. Jeanne avait protesté. Mon nom n'a pas besoin d'être là. Mais Lucie avait insisté. Si. Parce que les filles qui viendront ici doivent savoir qu'une femme comme toi a existé. Qu'elle a survécu. Qu'elle a transformé sa douleur en lumière. Les années passèrent encore. La Seconde Guerre mondiale éclata et se termina. La France se reconstruisit une fois de plus. Jeanne et Lucie vieillirent. Leurs cheveux blanchirent. Leurs corps se fatiguèrent. Mais leur amitié resta intacte. Plus forte même qu'au début. Forgée non pas dans la facilité, mais dans l'épreuve. Jeanne enseigna jusqu'à ses 70 ans. Puis son corps lui ordonna de s'arrêter. Elle prit sa retraite en 1960. Une petite cérémonie fut organisée à l'école. Ses anciennes élèves vinrent. Certaines étaient devenues institutrices à leur tour. D'autres avaient ouvert des commerces. D'autres encore avaient simplement appris à lire à leurs enfants. Toutes étaient devenues remercier la femme qui leur avait donné cette chance. Jeanne pleura ce jour-là.
pas de tristesse, de joie, de gratitude. Parce qu'elle avait eu la possibilité de faire ce que peu de gens font, transformer un traumatisme en mission, une injustice en combat, une défaite en victoire. Elle mourut paisiblement en 1968, à l'âge de 78 ans, dans son sommeil, sans douleur. Lucie était à son chevet. Elle lui tenait la main. Elle lui murmurait des mots doux, des remerciements, des souvenirs. La dernière chose que Jeanne dit fut simple. « Merci d'avoir cru en moi quand j'avais 9 ans. » Lucie sourit à travers ses larmes. « Merci d'avoir eu le courage de dire oui. » Après la mort de Jeanne, Lucie continua de s'occuper de la bibliothèque. Elle y venait chaque semaine. Elle classait les livres. Elle accueillait les nouvelles lectrices. Elle racontait l'histoire de Jeanne à celles qui demandaient. Elle voulait que cette mémoire vive, que cette flamme ne s'éteigne jamais. Un jour, en rangeant de vieux papiers dans le bureau de la bibliothèque, Lucie retrouva quelque chose qu'elle avait oublié. Une photographie jaunie, prise en 1912. Avant tout, avant la découverte, avant la séparation. Une photographie d'elle enfant, tenant le cahier bleu contre sa poitrine. Et derrière elle, à peine visible, Jeanne, jeune, timide, souriante. Lucie caressa doucement l'image. Elle se souvenait du jour où cette photo avait été prise. Un photographe itinérant était passé à la maison. Sa mère avait insisté pour un portrait. Lucie avait demandé à ce que Jeanne soit dans le cadre, juste derrière. Sa mère avait accepté à contre-cœur. Les domestiques apparaissaient rarement sur les photos de famille. Mais Lucie avait été si insistante. Maintenant, des décennies plus tard, cette photographie était tout ce qui restait de ce moment, de cette époque, de ce secret qui avait changé 2 vies. Lucie la fit encadrer. Elle la plaça sur son bureau personnel, dans son salon. Pas dans la bibliothèque, pas dans un musée, dans son intimité. Parce que cette histoire n'appartenait pas au public. Elle leur appartenait. À elle et à Jeanne. À leur amitié impossible. À leur rébellion silencieuse. Au bas du cadre, elle fit graver une phrase. La même qu'elle avait gardée dans son cœur pendant toutes ces années. Elle m'a enseigné le son des mots. Je lui ai enseigné le sens de la liberté. Lucie continua de vivre jusqu'à un âge avancé. Elle visitait souvent la bibliothèque. Chaque fois, elle s'asseyait près de la fenêtre. Elle regardait les femmes et les enfants qui entraient, qui prenaient des livres, qui les ouvraient avec cette même faim silencieuse qu'elle avait vue dans les yeux de Jeanne tant d'années auparavant. Et elle souriait, parce qu'elle savait que tout cela avait commencé avec un simple geste. Une fillette de 9 ans qui avait refusé d'accepter que l'injustice était normale. Une domestique de 22 ans qui avait eu le courage de rêver. Un cahier bleu et une bougie tremblante dans une despensa oubliée. Parfois, les révolutions ne commencent pas dans les rues. Elles commencent dans l'ombre, dans le secret, dans un acte de bonté qui défie l'ordre établi. Et puis, lentement, comme une graine plantée en silence, elles grandissent. Elles se multiplient. Elles changent le monde. Une lettre à la fois. Une femme à la fois. Un acte de courage à la fois. C'était l'héritage de Jeanne Ravel. C'était le cadeau de Lucie Beaulieu. C'était la preuve que même dans un monde injuste, l'espoir trouve toujours un chemin. Et que la liberté, quand elle est partagée, ne meurt jamais vraiment. Elle se transmet. De main en main, de cœur en cœur, de génération en génération, comme un cahier bleu passé sous une table, comme un mot écrit par une enfant, comme une promesse tenue malgré tout. Liberté. Parfois, les révolutions ne naissent pas des cris, mais des gestes silencieux. L'histoire de Jeanne et Lucie nous rappelle que le savoir peut être un acte de courage, et que même un simple cahier peut briser les murs de l'injustice. Cette histoire fictionnelle, inspirée de réalités vécues par des femmes oubliées, nous invite à ne jamais sous-estimer la force d'un geste humain, celui d'enseigner, d'aider, de croire en l'autre. Et vous, qu'est-ce que cette histoire vous a fait ressentir? Avez-vous connu quelqu'un qui, par bonté ou courage, a changé le destin d'une autre personne? Pensez-vous que l'éducation peut vraiment libérer ceux que la société garde dans l'ombre?
Écrivez dans les commentaires le mot « liberté » pour montrer que vous êtes resté jusqu'à la fin. Dites-nous aussi de quelle ville vous nous regardez. Et, si vous le souhaitez, partagez une histoire de vos grands-parents ou d'anciens temps. Peut-être qu'elle inspirera notre prochaine narration. Merci d'avoir ressenti, réfléchi et gardé vivante la mémoire de celles et ceux qui ont osé rêver. Abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo, activez la cloche et partagez cette histoire pour que d'autres puissent, eux aussi, se souvenir.